Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 1er mars 2022 et c'est l'épisode 265. Le GIEC a présenté un nouveau volet dans ses rapports sur l'évolution du climat. Il s'intéresse aux conséquences de ce réchauffement et aux moyens de s'y adapter. Alors je cite, le changement climatique provoqué par les humains a un impact négatif généralisé et a causé des pertes et dommages à la nature et à l'humanité au-delà de toute variation naturelle. L'augmentation des extrêmes météorologiques et climatiques a eu des impacts irréversibles, poussant les systèmes humains et naturels au-delà de leurs limites d'adaptation. Fin de citation. Mais évidemment, vous l'avez compris, c'est d'une autre catastrophe dont on va principalement parler dans cet épisode. L'Ukraine est, comme vous le savez, le théâtre d'une agression militaire qui rappelle les heures sombres de l'Europe. En plus des victimes décédées ou blessées, en plus des menaces qui pèsent, 600 000 personnes se retrouvent déplacées au moment où on enregistre cet épisode. Et le chiffre croît d'heure en heure. Il faut se représenter un petit peu ce que c'est. C'est 100 personnes par minute pour vous donner un petit peu la dimension. Et puis derrière cette guerre bien traditionnelle, à base de balles, de missiles, de tout ce qui fait une bonne vieille guerre traditionnelle, d'ailleurs on la vit un petit peu comme un crash à la temporalité un peu déroutante, ni en ralenti ni en accéléré, mais c'est un petit peu déroutant de vivre ça. Ou d'ailleurs chaque événement peut faire l'objet de partage instantané ou de manipulation. Il y a plusieurs autres guerres qui se mènent, dont beaucoup ont une composante forte en matière de nouvelles technologies. Et dans cet épisode, on va vous parler de la guerre des hackers, des activistes, de l'information, la guerre culturelle aussi, mais également la guerre des réseaux, de l'argent, de l'énergie. On vous parlera aussi, sans doute, pour le coup, sans autre forme de procès, peut-être un peu de quelques annonces autour du Mobile World Congress et de jeux vidéo. Donc si on vous a pas déjà plombé, restez quand même jusqu'au bout, on aura des choses un petit peu plus légères, beaucoup plus légères même. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile qui tente envers et malgré tout de rester enthousiaste. Je suis super fier et heureux de retrouver votre référent en matière d'information sur les nouvelles technologies. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, salut, oui, c'est vrai qu'il nous a bien plombé, mais enfin là, c'est vrai que l'ambiance est pas terrible. C'est vrai qu'on n'aurait pas cru dans Tech Café devoir aborder ce genre de sujet, c'est assez triste, ouais. Après ce qu'on a vécu de pandémie, on espérait peut-être voir que ça resterait derrière nous. Malgré tout, le panorama est pas forcément réjouissant. D'ailleurs, je discutais avec Matt, avec qui je fais Relive, comme tu sais, prof du web. Et moi, j'en arrivais à la conclusion, et c'est ce que je lui transmettais, c'est que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un podcast ? Un podcast, je crois que et c'est un petit peu ce qui remonte souvent dans les avis Apple Podcast, c'est que c'est un mélange savant entre de l'information et du divertissement. Alors, on se dit, dans des événements comme ceux qu'on vit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Peut-être continuer à informer, divertir. Je crois que c'est la manière la plus judicieuse de vivre ces événements de notre côté, en tout cas. Avant de parler de tous ces sujets, si vous voulez être certain à 100% que le podcast continue le plus longtemps possible, il n'y a qu'une seule et vraie action à mener. Venez nous soutenir sur Patreon. Patreon.com/techcafé. Il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas, d'une plateforme pour nous rémunérer pour notre travail. Alors bien entendu, le podcast, il reste totalement gratuit si vous ne souhaitez pas contribuer au financement, et ça le restera. Mais il est malgré tout possible que vous passiez à la vitesse supérieure et ce sont évidemment les personnes qui font la démarche de nous soutenir sur Patreon qui garantissent que Tech Café continue envers et contre tout. On compte évidemment sur vous. Si vous ne faites pas encore partie de ceux qui participent financièrement à Tech Café, patreon.com/techcafé. Sans autre forme de procès, écoute Guillaume, oui, on aurait bien aimé ne pas en parler comme on disait juste avant l'enregistrement de l'épisode. On aurait aimé ne vous parler que de choses plus légères, mais je pense que c'est assez incontournable d'aborder cette guerre en Ukraine et toutes les facettes de cette guerre, notamment évidemment les facettes technologiques, parce qu'évidemment c'est une guerre bien traditionnelle de tanks, de soldats, mais pas que, Guillaume. Oui, normalement, j'aurais dû vous parler du MWC, c'est en février, c'est la saison de discuter des derniers téléphones, tablettes, ordinateurs. Typiquement, c'est ça qui fait les gros titres en fin février, le MWC, et là, oui, après 2 ans de pandémie, on se retrouve avec une guerre en Europe et avec la Russie en plus, donc ouais, c'est... Forcément, on est abasourdi et consterné, donc il y a une multitude d'implications à la guerre en Ukraine, évidemment, de conséquences, et il y a vraiment un énorme volet tech. Donc oui, c'est une guerre de soldats qu'ils soient de métier ou pas, que ce soit des civils qui prennent les armes pour l'occasion. Et évidemment, ça se accompagne d'un volet cyber aussi, dont l'ampleur et l'importance restent assez floues pour l'instant quand même. Bon, en matière de cyberattaques, il y a eu du vandalisme sur les sites web avant les attaques, sans grande conséquence, c'était pour tâter le terrain, je suppose.
Et ensuite, il y a bien eu des attaques de données de service sur les banques, le ministère de la Défense, le 24 février. E7 a aussi détecté la circulation de wipers, c'est-à-dire de malware qui sont là pour tout détruire. Il y a plusieurs centaines de machines qui ont été infectées en Ukraine. Il y a aussi des campagnes de phishing organisées par le GRU, selon Bellingcat. Le groupe Conti, qui gère un des pires ransomware russes d'ailleurs, se désolidarise des attaques de Poutine, tout en menaçant violemment toute tentative de cibler des infrastructures en Russie, ou dans une région russophone. Donc il se déchaînerait sur toute leur cyberagression sur l'Ouest. De notre côté, les Anonymous ont rapidement pris le parti de l'Ukraine, et ont annoncé, peu après d'ailleurs, un hack du ministère de la Défense russe, une grosse base de données aurait fuité avec des emails, des mots de passe, des numéros de téléphone. Le lendemain d'ailleurs, 200 gigaoctets d'un fabricant d'armes biélorusse seraient aussi en leur possession. L'Ukraine encourage directement d'ailleurs les cyberattaques contre la Russie, aussi bien les administrations que les entreprises privées de Gazprom. Pour le moment, les attaques semblent pas vraiment décisives quant au déroulement du conflit. Il n'y a pas eu de cyberattaque majeure, je veux dire, des cyberattaques ultra sophistiquées sur des infrastructures et des cibles industrielles. C'était envisageable. Depuis Stuxnet, on sait qu'un gouvernement motivé peut créer des malwares ultra spécialisés, extrêmement sophistiqués, qui peuvent saboter des usines aussi sûrement que des bombes, sans problème. Et ça, pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais la cybersécurité du monde entier est sur le pied de guerre. Les Canadiens, par exemple, ont publié des recommandations post-invasion. La situation évolue d'heure en heure. La IT Army, donc levée sur Telegram par Fedorov, est à pied d'œuvre. Il y a 31 cibles russes et biélorusses qui ont été désignées. Et en parallèle, il y a quand même une guerre très importante de l'information, finalement, pour son contrôle, sa diffusion, et aussi pour sa préservation. Par exemple, il y a une tentative des archivistes de Archive Team Warriors pour siphonner le web ukrainien. Alors, c'est des archivistes qui sont pas là uniquement pour ça, ils sont là depuis plus de 10 ans, ils essaient de sauvegarder des sites en danger, et le web ukrainien, il pourrait effectivement disparaître, que ce soit à coup de malware ou à coup de missiles. Et donc il y a cette guerre, donc aussi de l'information, cette guerre médiatique aussi, qui est d'ampleur significative. Les Anonymous ont d'ailleurs annoncé avoir hacké une chaîne de télévision russe et diffusé des clips de combats et de ruines en Ukraine. C'est pas encore totalement confirmé d'ailleurs, en tout cas, j'ai pas vraiment vu les confirmations, mais quoi qu'il en soit, les médias russes sont censurés et ultra contrôlés, les plateformes dans le pays aussi. La diffusion des informations et des informations fiables, ça devient un enjeu vital, et malheureusement au sens propre. C'est marrant que tu parles d'effectivement de ces actions de hackers qui sont indéniables et qui ont eu lieu avant d'ailleurs les hostilités physiques telles qu'on les constate aujourd'hui. Et en même temps, effectivement, tu as raison, il n'y a pas de conséquences marquantes qu'on a pu identifier de ces actions. Il y a d'ailleurs des actions qui restent a priori assez symboliques. Je partageais l'autre jour le fait que Anonymous a fait tomber le site du Kremlin. D'ailleurs, il me semble que ça a été assez durable comme action, parce que, sauf erreur, c'est un site qui fait toujours l'objet de perturbations. Et en même temps, j'avais un retour. Alors là aussi, je le recite, de Matt qui disait, finalement, mais à quoi ça sert, quoi? Est-ce que finalement, c'est pas assez futile par rapport à ce qui se passe? Et c'est vrai que toute la dimension des attaques numériques qu'on a pu identifier dans notre veille, qu'on peut relayer dans Tech Café, finalement, elle se retrouve très très mise à la marge quand on voit la réalité des missiles, la réalité des bombes, la réalité des balles qui sont échangées. Donc ça donne un sentiment un petit peu curieux. Et je pense malgré tout que ces actions, même si elles relèvent du symbole, quelque part, elles sont pas inintéressantes dans les périodes qu'on vit et dans les enjeux qu'il peut y avoir. Alors tu parles de la guerre de l'information, c'est justement aussi une composante hyper forte parce que il y a deux aspects là aussi qui me semblent assez importants. Il y a l'aspect de l'information et de la désinformation qui sont vraiment centraux dans une guerre telle que celle qui a lieu en Ukraine actuellement. Mais il y a aussi la futilité de certaines choses, comme par exemple on voit que Netflix se fait imposer des chaînes russes en Russie et malgré tout de leur côté ne cèdent pas. On a les studios comme Disney qui bloquent la sortie des films et certains s'émeuvent en disant que encore une fois tout ça est assez symbolique. J'ai même vu qu'ils sont pas bien accueillis, la Russie au festival de Cannes. Je suis pas certain de toute façon qu'à la base la présence de la Russie soit particulièrement marquante dans ce type d'événement, mais c'est marrant de voir qu'il y a à la fois des choses aussi marquantes et des choses parfois qui sont de l'ordre du symbole. Si. Non, en fait, je pense qu'il faut pas trop minimiser
ce genre de symbole, c'est vrai que bon, je suis promis à dire... Dans le sport aussi. Excuse-moi, avant de te laisser, il y a aussi le sport qui est énorme sur ces symboles. Ouais. Ben justement, parce qu'en fait, ça, si tu veux, c'est pas des actions qui sont directes, c'est pas des agressions directes, et évidemment, c'est pas spectaculaire comme un truc au missile, mais par contre, ça s'adresse à la population aussi, à la Russie. Ça montre que la Russie est au banc de la société mondiale, quelque part. Mm-hmm. Et c'est exactement le but. Le but, c'est d'isoler la Russie tant que Poutine ne reviendra pas à la raison, quoi, plus ou moins. Enfin bon, si on peut dire ça. Mais donc, je pense que c'est aussi important de... Par exemple, les événements sportifs, évidemment, on dit... ils s'en foutent d'un match de foot. Oui, mais ça veut dire aussi le hockey que... chez eux, en Russie aussi, ils sont bannis, alors que c'est le sport numéro 1 en Russie. Oui, ça, si tu veux, les Russes, le peuple russe, il voit bien que si tu veux que son pays, il est considéré comme un paria. Et ça mine le moral, et ça les pousse peut-être aussi à réfléchir. Enfin, il y a plein d'angles, si tu veux, dans ce genre de conflit, il y a plein d'angles. Et donc, bon, ça peut paraître un petit peu futile, mais ça participe d'un truc d'ensemble, en fait, d'essayer de pousser comme ça. Enfin, dans une certaine mesure, il faut essayer tous les moyens, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et le fait que le site du Kremlin, par exemple, et d'ailleurs d'autres sites, fasse l'objet pour le moins de perturbations, et que ce soit initié par des hackers, qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit des Anonymous ou ceux qui se prétendent l'être, je pense qu'effectivement ça participe. Et il faut peut-être pas sous-estimer la force des symboles dans ce type d'événement. Je suis assez d'accord. Et puis donc il y a la guerre quelque part de la désinformation. Et ça, évidemment, la désinformation, c'est un sujet qu'on suit dans Tech Café, mais là ça prend une ampleur particulière, Guillaume. Évidemment, en Russie, la télé, elle est désinformée dans le sens où il n'y a pas d'infos. Enfin, tu vois, on compte pas les morts, on ne montre pas d'images, on ne parle pas d'invasion, on ne montre aucun bombardement ou destruction. C'est pareil sur les réseaux. Sur VKontakte, qui est le Facebook russe, publier des images de l'Ukraine vaut une suspension rapide de son compte, ou même un lien vers un site gouvernemental ukrainien pour l'identification des victimes, par exemple. Ça se fait dégager en moins d'une heure. Du coup, tous les moyens sont bons pour diffuser des infos au peuple russe. Et même les plus inattendus. Par exemple, il y a l'application Reface. Reface, c'est une application, vous connaissez peut-être, c'est un truc qui fait du deepfake. Donc ça permet de mettre ta tronche sur celle d'un acteur dans un petit clip. Et donc Reface, évidemment, c'est fun, c'est beaucoup utilisé, c'est 200 millions d'utilisateurs dans le monde. Et c'est une app ukrainienne, et c'est Reface AI qui est à Kiev, qui l'a développée. Et donc ils sont aux premières loges pour témoigner de ce qui se passe, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Du jour au lendemain, elle s'est transformée en un canal de diffusion de messages de soutien, de vidéos sur la situation dans le pays, et d'appel aussi au peuple russe à stopper la guerre. Non seulement à l'ouverture de l'app d'ailleurs, mais même en push. Donc il y a 2 millions de messages qui ont atteint des utilisateurs en Russie. Il y a gros à parier que le Roskomnadzor pousse très fortement à éjecter l'app des stores, comme il avait fait pour l'application Smart Voting d'ailleurs, souvenez-vous. La vague énorme de commentaires négatifs dont souffre l'app désormais, d'ailleurs, est peut-être en partie attribuable aux efforts du Kremlin de contrôler absolument toute l'info en la discréditant. C'est pas évident d'avoir des infos là-bas, les VPN sont sous contrôle. Ils sont pas strictement interdits, mais les plus gros ont été interdits, et ils sont très réglementés, on va dire. Il n'y a pas vraiment de médias indépendants depuis un moment, la propagande est partout. Donc l'info que ça a commencé avant l'attaque, bien sûr. Poutine se justifie en disant qu'il se défend évidemment d'une agression, et une campagne de désinformation massive a diffusé un max d'images pour illustrer tout ça dans les 2 semaines facilement avant l'attaque du 24. C'est pas une nouveauté, en 2014, lors de l'annexion de la Crimée, c'était la même chose. Des photos d'actes terroristes, vidéos de destruction, d'évacuation, des meurtres d'enfants, tout ça. Énormément de gens se sont penchés sur ces posts pour les débunker, et la plupart du temps, c'est pas si difficile. Quand les métadonnées sont disponibles, et c'est le cas avec Telegram d'ailleurs, c'est facile de contrôler où et quand les images ont été prises. Donc les photos qui sont antidatées ou qui sont détournées, elles sont faciles à voir. On peut aussi savoir si une vidéo a été remixée avec une autre piste audio, par exemple. On peut retrouver la source des images ou des vidéos. Puis Google Maps permet aussi d'avoir le plan des lieux, la situation des bâtiments, de contrôler si c'est cohérent avec ce qui est décrit. Et donc il y a quand même beaucoup plus, et ça va beaucoup plus vite aussi, de débunker maintenant qu'avant. Donc globalement, le même scénario se répète encore et toujours. Les infos ont tendance à se diffuser plus vite que ce qu'elles peuvent être vérifiées. Les infox sont donc amplifiées par plein de gens qui les repartagent très rapidement, même s'ils sont bien intentionnés d'ailleurs. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le harcèlement d'ailleurs, dans un épisode Week-end, il y a pas longtemps là. Parfois, même les échanges de gens bien intentionnés font le jeu des acteurs de la propagande. Parce que ça fait du volume, ça fait de l'activité, de l'engagement, des interactions qui sont prises en compte par les plateformes, qui font mousser naturellement ce type de truc. Donc sans être un influenceur, un journaliste, même involontairement, on peut apporter sa petite contribution à la diffusion d'une fake news,
de propagande parce qu'en temps de guerre, les conséquences sont sérieuses de ce truc-là, tu vois, et c'est vrai que juste, parfois tu le fais pas exprès. Donc il y a plusieurs médias qui ont publié d'ailleurs des sortes de guides pour éviter de se faire piéger par des fausses infos Telegram. Qui sont tous très imparfaits d'ailleurs. Bon, personne n'est à l'abri, même pas les pros, de toute façon, de se tromper, ça c'est clair et net. Donc il y a Mike Caulfield qui propose une méthode simple, parce qu'elle est en 4 étapes. C'est pas le nom d'un chanteur, d'un musicien, Mike Caulfield. Mike Caulfield, ouais, mais celle-là c'est Mike Caulfield. Et donc il a renforcé sa vigilance, il appelle sa méthode SIFT. SIFT, ça veut dire tamiser en anglais. C'est passé au crible, donc évidemment. Donc le S, c'est pour stop, parce que c'est on se pose, on réfléchit. Le I, c'est pour investigate the source, c'est-à-dire trouver la source. Le F, c'est pour find better coverage, donc trouver une meilleure couverture ailleurs ou des infos complémentaires ailleurs. Et le T, c'est pour trace claims and media to original context, c'est-à-dire retrouver les origines des médias, des citations dans leur contexte original. Donc voilà, donc pour résumer, c'est stop. Qui est la source de ça ? Est-ce que c'est une source qui est récente ? Est-ce que c'est une source connue ? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il a posté d'autre ? Est-ce qu'il a posté d'autres trucs ? Est-ce que c'est, tu vois ? Ensuite, y a-t-il une autre couverture ailleurs ? Parce que bon, souvent quand même, quand il y a un truc qui se passe, c'est relié plusieurs fois, tu vois, ou non. Et ensuite, quel est le contexte original des éléments ? Est-ce que c'est une photo qui a déjà été vue ailleurs ? Le son, les commentaires, etc., etc. Donc en gros, voilà, c'est bon. En français, c'est comme ça fait stop. Qui est la source ? Y a-t-il une couverture ailleurs ? Et quel est le source ? Ça fait SQYQ, donc ça fait squeak. C'est chouette, je trouve, la version française. C'est toi qui l'as conçu, je trouve, avec oui, parce que Mike Caulfield, là, le SIFT, tu vois. Moi, j'ai le squeak, bon, avec des Q en plus. Donc c'est vrai que ça fait un peu moins classe que SIFT, hein, je reconnais. Mais bon, vous avez compris le principe. Et le plus important, de toute façon, dans l'histoire, c'est peut-être stop. Parce que dans ce genre de moment historique, on a tous le retweet facile, le partage, le partage plus rapide, parce qu'on veut toujours être le premier à diffuser la breaking news, tu vois, à son cercle de potes. Et ça facilite aussi la diffusion de conneries. Et d'ailleurs, si on s'est trompé, et ça arrive à tout le monde, c'est très important de le dire, c'est très important de diffuser la correction. Évidemment, ça dépend où vous êtes aussi. Vous êtes ça dépend si vous êtes sur Le Monde, Facebook, Telegram ou Sputnik. Vous n'allez pas avoir la même exposition, même type d'infos, évidemment. Hein. Alors, au passage, d'ailleurs, les chaînes RT et Sputnik vont être bannies en Europe. Elles ont été bannies sur Facebook aujourd'hui, je crois. Bon, reste à savoir par quel moyen tout bannir, je sais pas trop, mais voilà, la volonté de von der Leyen, c'est d'interdire que la machine médiatique du Kremlin ne diffuse ses mensonges. Je cite. Quoi qu'il en soit, voilà, n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Telegram ou Facebook, hein, c'est connu, et d'ailleurs, des deux côtés, parce que bon, il y a des séquences de des jeux vidéo Arma 3 et DCS qui ont été diffusés comme vrais, hein, aussi du côté ukrainien. Donc, plus que jamais, il faut prendre du recul. Ouais, il faut prendre du recul, y compris, alors d'une part sur l'interaction, mais quelque part, j'irais presque même rajouter une brique supplémentaire, c'est que on peut tous, j'ai eu vraiment le sentiment d'être victime de ça d'ailleurs, hein, quelque part, que c'était plus fort que moi la semaine dernière. Je travaille sur des environnements numériques, les réseaux sociaux, où je suis très connecté, et tu peux très 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 vite être aspiré dans ce cercle d'informations qui circulent, où tu as finalement, si tu actualises chaque minute, potentiellement, tu as une nouvelle entre guillemets info chaque minute, et même d'ailleurs sans interaction, on peut très très vite être exposé fortement à tous ces partages. Faut pas se sentir honteux, je pense, de vouloir de temps en temps couper. Il y a une phrase qui se répète beaucoup sur le chemin des parents qui emmènent leurs enfants à l'école le matin, c'est moi, et il le disait beaucoup pour le Covid, pour la pandémie, mais c'était moi j'ai arrêté, de toute façon les infos c'est trop anxiogène, on s'en sort plus, etc. Je pense que c'est aussi vrai avec notre consultation qu'on peut avoir à titre individuel sur les médias d'information et sur les réseaux sociaux au sujet de cette guerre. Oui, on est à une époque de l'info, et l'info c'est formidable qu'elle existe, qu'elle puisse être sourcée, qu'elle puisse être de qualité, mais il faut pas aussi, je pense, s'interdire de lever un petit peu le pied, quoi. Et d'ailleurs, je fais aussi une autre petite parenthèse, parce que j'ai vu plusieurs personnes prendre la parole vis-à-vis des enfants, parce que faut pas se leurrer. Je pense que il suffit qu'un ou deux, trois enfants dans la cour d'école aient été exposés à ces news, et honnêtement, c'est statistiquement probablement le cas de vos enfants si vous en avez, et vous qui nous écoutez. Et il suffit qu'il y ait quelques enfants pour que l'information se propage très très vite, avec une qualité très 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 critiquable de propagation de l'information. Et moi j'ai pris le parti du coup d'en parler avec mon fils qui a 10 ans samedi, de manière assez posée et en le disant avec mes mots, donc peut-être de manière très très imparfaite, mais ce qui se passait. Et j'ai pas été
complètement surpris d'apprendre qu'il me disait oui, on en a parlé dans la cour d'école. Effectivement, bombe nucléaire, il va falloir qu'on aille se battre en Ukraine. Tu te dis... Wow, c'est quand même assez dingue la dérive d'informations qu'il peut y avoir pour des enfants. Et évidemment, si nous on est soumis à ces informations et cette désinformation, imaginez-vous les enfants qui parlent pas forcément toujours à leurs parents de ces trucs-là. Donc peut-être prenez la parole avec eux, avec des mots assez simples, mais prenez la parole, je pense. Bien sûr, il faut le dire très calmement, très très gentiment. Je veux dire, un enfant, il faut lui dire tout de suite très gentiment. Mais non, mon petit, ce n'est pas pour cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Quel cynisme, c'est horrible. Bon, en tout cas, c'est la guerre aussi des réseaux. Tu l'as cité, hein, notamment avec la mise en application du fait de bannir notamment des médias comme Russia Today ou Sputnik. En Europe, il y a TikTok d'ailleurs hein, qui a appliqué assez rapidement ces instructions. Mais c'est globalement la guerre des réseaux sociaux qui est mise sous une nouvelle perspective, et en particulier les grands acteurs qu'on connaît, hein, Facebook, Twitter et même le moteur de recherche Google, Guillaume. Question de diffusion d'Infox, Facebook, il est en première ligne, évidemment. Facebook Gaming, encore plus, bizarrement. Donc, le problème délicat de la modération, forcément, il empire en temps de guerre. Hein. Quoi garder pour la postérité comme témoignage, d'ailleurs, aussi, hein, qui virer, qui tolérer pour des cas de force majeure, comme cette milice ukrainienne nationaliste, par exemple, qui normalement se ferait virer. Bon, ces réseaux restent essentiels pour témoigner de ce qui se passe, en fait, tant qu'il y a du réseau, et bien entendu, hein, tant qu'il y a Internet. Ça devrait aller, puisqu'Elon Musk arrive à la rescousse. Il a annoncé la mise en route de Starlink en Ukraine. Mais bon, je rigole un peu, mais en fait, ça pourrait être vraiment utile. En cas de coupure Internet, pour le coup, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc on espère que les terminaux arriveront bien à ceux qui en ont besoin. Et bon, en tout cas, en Russie, c'est bloqué. Selon NetBlock, Twitter et Facebook seraient plus ou moins coupés, en tout cas d'accès restreint, voire inexistant. Les principaux fournisseurs d'accès semblent bloquer ou très fortement restreindre l'accès au CDN. Donc, Facebook était sur la sellette dès le 24 février d'ailleurs, hein, puisqu'il mettait un message contrôlé par l'État russe au compte officiel lié au ministère de la Défense et à d'autres médias. Et d'après Facebook, les autorités leur auraient demandé d'arrêter le fact-checking et la labellisation des chaînes. Donc il a refusé. Le ton est monté en fait entre Facebook et Laurence comme Nazor. Et donc vraisemblablement, ça aboutit à cette quasi-coupure. Alors en outre, les médias russes sont désormais démonétisés dans le monde entier sur Facebook. Il y a des infos qui auraient été virées. Google a fait exactement la même chose, YouTube avec, hein, donc plus de monétisation d'aucune sorte pour l'État russe. Et le comble, le parquet russe et le ministère des Affaires étrangères accusent Facebook de violation des droits humains et des libertés fondamentales des citoyens russes. On aura tout vu. Et d'ailleurs, c'est la manière aussi dont Russia Today se défend en France de se faire bannir, hein, notamment en disant, quel est le cadre légal qui permet de faire ça. Parfois, j'ai l'impression qu'on marche un peu sur la tête quand on tombe sur ce type de réflexion. Effectivement, Starlink, t'as raison, hein, sur la techno, c'est vraiment des solutions qui pourraient apporter des services. On sait à quel point c'est important dans le cadre d'une guerre, je pense, d'être connecté et de pouvoir avoir des moyens de communication. Et évidemment, si on pète les infrastructures réseau, ça peut être hyper intéressant de ne pas en dépendre. Donc un point intéressant. Cette guerre, Guillaume, c'est aussi la guerre de l'argent, et évidemment c'est un mot qui revient souvent, la notion de sanctions économiques, parce que c'est l'arme qu'a décidé d'utiliser quelque part les ennemis de la Russie dans le cadre de ce conflit. Alors bien entendu, c'est des armes qui sont bien moins soudaines que, encore une fois, des bombes et des obus et des armes telles qu'on les voit défiler en Ukraine, et pourtant c'est des sanctions qui pourraient s'avérer sur le long terme très très efficaces. Pour l'instant en tout cas, le nerf de la guerre, c'est l'argent, Guillaume. Ouais, comme toujours, hein, point central de toute guerre. Nous, c'est Poutine qui dit qu'on est ses ennemis. Hein, je veux dire, nous, on n'est pas les ennemis de la Russie, on n'est pas les ennemis des Russes. Nous, hein. Au moins de Poutine et des actions qui ont été initiées, quoi, on va dire. Voilà, on va dire ça. Enfin bon, donc évidemment, une guerre, ça coûte très cher, donc forcément, et puis en plus, c'est mauvais pour les affaires. Et donc ça s'accompagne là d'une ribambelle de sanctions très lourdes, donc qui cible Poutine lui-même, ses collaborateurs, mais aussi tout le pays et des banques russes largement coupées du système de paiement interbancaire SWIFT. Les US, l'Europe et le Royaume-Uni et le Japon en fait vont couper l'accès à la plupart des banques, à la plupart mais pas toutes, hein, évidemment, parce que l'Europe a vraisemblablement fait un trou en forme de grosse conduite de gaz dans son intransigeance vis-à-vis de la Russie. C'est peu probable que Gazprom Bank soit exclu de SWIFT. Pour le moment, le principal robinet de devises reste toujours ouvert, mais bon, soyons pas mauvaise langue, hein, c'est quand même une mesure très forte. La Banque centrale russe aussi est concernée, puisque ses avoirs internationaux sont gelés. Ça doit concerner dans les 300 milliards de dollars, puisque le fonds de réserve total, c'est de 630. Il est en général il aide à garantir le rouble. Bon, il y a une partie qui serait en Chine.
et sans doute une moitié en devise occidentale, donc inaccessible. Donc le rouble est en chute libre, les importations deviennent très chères, les exportations plus compliquées, hein, c'est un coup très dur pour l'économie du pays. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, ils sont au bord du bank run et de la crise financière majeure. Si ça dure, ça va leur coûter très cher, et à nous aussi, parce que si on veut exporter là-bas, on aura plus de mal à se faire payer. Quant aux importations russes, on compte quand même pas mal dessus. La Russie, c'est 10% du pétrole mondial, 40% du gaz. C'est aussi le premier exportateur de céréales et d'engrais. C'est le premier producteur de nickel et de palladium. Le troisième exportateur de charbon et d'acier. Donc, c'est des repères qui ont, d'ailleurs, pour la petite anecdote, qui n'étaient pas ceux-là de l'époque de l'annexion de la Crimée, en 2014. Il n'y avait pas encore cette position en matière d'exportation de céréales, par exemple. Donc, il y a vraiment un rapport de force là aussi qui a un petit peu changé au fil des dernières années. Écoute, oui, ça a changé. Bon, le gaz, ça fait un moment. Mais le gaz, oui, c'est une valeur sûre. En tout cas, on est sur du lourd. Et bon, voilà, ça va être le bordel. Donc, il y aura des exemptions. Il y a des banques qui ne seront pas blacklistées, lesquelles, bon, je sais pas, il y a aussi des moyens de contourner SWIFT. Mais bon, c'est sûr que les flux de matières premières russes vont être très perturbés pendant des semaines. D'un autre côté, il reste tout le commerce vers la Chine qui reste ouvert. Il se murmure aussi, évidemment, que les crypto-monnaies pourraient servir de moyen de contourner les sanctions internationales. Pas de banque, pas de problème. D'un certain point de vue, ça s'est déjà fait, d'ailleurs. Ça s'est déjà fait en Iran et en Corée du Nord, par exemple. Donc le mining devient un secteur économique majeur en Iran, donc sous sanctions internationales depuis un moment, à cause du nucléaire iranien. Les exportations pétrolières se sont effondrées. Le PIB aussi, le chômage explose, mais bon, donc ils ont pas assez de devises, mais ils ont trop de pétrole. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut faire tourner des mineurs Bitcoin, et 4,5% du minage mondial se fait en Iran. Donc les mineurs iraniens font rentrer des Bitcoins dans le pays. Ça représente des centaines de millions de dollars par an quand même, enfin l'équivalent de centaines de millions de dollars. Et la Banque centrale iranienne, elle va autoriser les transactions internationales en crypto. C'est un truc qu'on a appris en janvier. On a peu d'informations là-dessus, mais apparemment c'est ce qui se ferait. D'un autre côté, la Corée du Nord aurait amassé suffisamment de crypto par ses attaques à ransomware pour financer une partie du programme nucléaire du pays, donc ça a l'air de rouler. Et la Russie, elle va très bientôt déployer son e-rouble, donc une monnaie électronique, une monnaie de banque centrale, qui serait un maillon supplémentaire de la chaîne. Alors, le e-rouble, ce serait une CBDC, donc une CBDC, Central Bank Digital Currency, ce ne sont pas des cryptos. Une CBDC, c'est pas du tout décentralisé. Elle est garantie et gérée par la banque centrale d'un pays, plutôt que d'être gérée par une banque privée. C'est ce qui est en cours en Chine, je crois. C'est déjà déployé en Chine, c'était déployé pour les Jeux Olympiques, et tout le monde y réfléchit plus ou moins. Donc voilà, cela dit, au quotidien, l'usage est rigoureusement le même, en fait. C'est pas du tout une crypto, c'est vraiment un truc qui est stable et qui est garanti par le pays, en fait, par l'économie du pays. Bon. Vis-à-vis du Bitcoin, pour le coup, la Russie n'est pas très claire. On se souvient que juste avant l'invasion, la Banque centrale se prononçait globalement contre, mais Vladimir n'était pas si catégorique. Et effectivement, la Russie mine pas mal, et elle fait aussi pas mal de ransomware. Dans les 400 millions de dollars l'an dernier, sans compter les emplettes sur le dark web, on avait parlé aussi, donc ça fait quand même pas mal. Est-ce que le crypto pourrait permettre à la Russie de s'affranchir de sanctions internationales ? En partie, certainement, puisque l'Iran montre la voie. Là-bas, il y a même un think tank qui est proche du gouvernement qui étudie la question à plein temps. Et en ce moment même, le Bitcoin monte en flèche. Il est passé de 34 000 à 40 000 du jour au lendemain, quasiment. Et la demande vient de là, c'est clair et c'est net. C'est de l'achat de Bitcoin en roubles, des milliards de roubles, d'ailleurs, d'après Kaiko. C'est concentré sur Binance. Binance qui, d'ailleurs, a refusé de couper l'accès aux investisseurs russes, malgré les appels des Ukrainiens. Le Tether aussi est sollicité. En gros, les Russes cherchaient des valeurs refuge, puisque le rouble se casse la gueule. Et ça soulève des questions, quand même sérieuses, délicates, sur la nature même des crypto-monnaies et des intermédiaires qui les gèrent, parce que les monnaies permettent le contournement via les plateformes, et c'est pas neutre. Parce que, est-ce que c'est soutenir indirectement l'action russe ? Après tout, faut pas confondre. Les crypto-monnaies sont neutres, elles oui, mais les plateformes non. Ce sont des entités privées. Donc c'est une question épineuse. Vitalik Buterin d'ailleurs, donc qui est quand même, il est né à Moscou, il est d'origine russe, il est au Canada là. Il dit très bien, Ethereum est neutre, mais pas lui. Vitalik Buterin condamne l'invasion, il est contre Poutine, il est anti-Poutine. Bon, après, voilà, donc, question délicate, qui agite déjà pas mal les partisans, enfin les utilisateurs de crypto. Après, faut voir dans quelle proportion le contournement des sanctions peut se faire aussi. Pour l'Iran, on parle déjà de centaines de millions de dollars, donc c'est déjà énorme. Les sanctions internationales qui pèsent sur la Russie depuis 2014, et l'invasion de la Crimée, c'est 50 milliards de dollars par an. Donc je sais pas si les cryptos vont suffire, parce que
Payer en crypto, c'est bien, mais il faut que les gens acceptent aussi. Donc bon, c'est quand même compliqué. On verra si l'usage des cryptos comme moyen de contournement s'industrialise et quelles réponses les États-Unis, qui sont quand même assez susceptibles quand on essaie de les gruger, pourraient mettre en œuvre. Donc c'est encore un problème compliqué, qui est compliqué aussi parce que d'autre part, les Ukrainiens aussi utilisent les cryptos, que ce soit pour récolter des fonds via les DAO ou pour conserver des fonds quand les banques sont sous les missiles. Parce que voilà. En plus, il faut voir que les Ukrainiens sont habitués à investir dans les cryptos. Les possibilités d'investissement dans le pays, en fait, elles étaient assez rares. Et c'est vrai que donc ils sont pas mal ils sont pas mal habitués aux cryptos, ils les manipulent assez bien. Et c'est vrai que quand tu dois fuir de chez toi et que ta banque et ton pays est sous les bombes, et que t'as rien du tout, et que t'es pas sûr de revoir tes économies, si t'as des cryptos, au moins t'as quelque chose. T'as pas besoin de site internet. Mais Starlink est là. C'est intéressant de voir comment entrent en scène les cryptos dans ce sujet-là, sujet évidemment avec des guillemets, dans les événements de ces derniers temps, et ce sera intéressant de voir comment ça s'inscrit durablement. Mais c'est vrai que derrière la crypto, il y a de la part de nombreux défenseurs cette vision d'échanges libres qui ne sont pas soumis à des impératifs d'État ou des impératifs privés. Et du coup, c'est vrai que là... Ça, c'est pas un argument. Alors c'est clairement pas un argument. Non, mais c'est pas un argument techniquement. C'est-à-dire que techniquement parlant, les institutions, les gens qui achètent des cryptos, ils le font presque exclusivement via des plateformes. Ces plateformes sont des entreprises privées. En tant qu'entreprises privées, elles ont, en tout cas, elles sont susceptibles d'avoir, comme les banques, en tant qu'institutions financières, elles sont susceptibles d'avoir, comme des banques, de répondre à des règles. Si les banques si les banques doivent fermer les robinets à la Russie, les bases de crypto, les institutions de crypto, sont des institutions financières. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Il y a une clarification à faire là-dessus, et c'est pas parce qu'on utilise des cryptos qu'on est au-dessus des lois. Certainement pas. Ça, c'est un fantasme. Oui, moi je me positionnais vraiment par rapport à ceux qui défendent la philosophie de la crypto-monnaie, tu sais, les défenseurs même de cet échange monétaire qui, dans leur vision et dans leur présentation des choses, justement, voudraient s'affranchir de régulations, d'institutions privées, d'institutions d'État. Bon, finalement, j'arrive à me demander si c'est même souhaitable dans ce contexte-là. Mais bon, bref. Non, mais c'est possible. Enfin, si tu veux, encore une fois, il faut différencier la technologie des intermédiaires. Oui, bien sûr. On va aussi parler de ce qui se passe dans le domaine des technologies et plus particulièrement de l'énergie, parce qu'évidemment ça risque d'avoir des répercussions sur tout simplement des choses qui étaient déjà malmenées dans le cadre de la pénurie, de la pandémie, Guillaume. Ah écoute, comme Huawei en son temps, la Russie est désormais sur liste noire des États-Unis pour l'export des technos. Donc en gros, toute boîte qui voudrait vendre la tech américaine à la Russie devrait faire une demande spéciale, qui a toutes les chances d'être refusée d'ailleurs. Ouais. C'est pas que les US, il y a à peu près tous les pays occidentaux qui cesseront d'exporter de la tech de pointe. Or ça veut dire des semi-conducteurs, des capteurs, des lasers, des pièces d'avionique ou de navigation, et même des algos de chiffrement en fait. C'est handicapant, c'est sûr. Cela dit, il peut toujours aller chercher des puces en Chine. Alors, c'est vrai que la Chine ne possède pas de capacité de production dans le très haut de gamme, mais elle a déjà pas mal de trucs à main propre, pour le coup, qu'elle fait elle-même, de plus en plus. Et ensuite, je ne sais pas du tout comment ça se passerait si la Russie achetait des serveurs Baidu, par exemple. Baidu, il fait des serveurs, évidemment, c'est comme Amazon, Baidu, donc il fait des serveurs, et ces serveurs, ils utilisent AMD. Donc, comment ça se passe si la Russie demande en Chine d'acheter des serveurs chez Baidu ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va interdire à Baidu, en Chine, de commercer avec les Russes ? Ou est-ce qu'on va faire les gros yeux aux Chinois ? Je sais pas. L'équation va être compliquée. Donc encore un truc compliqué, cette histoire. Bon. Enfin, pour notre pomme aussi, de toute façon, ça va être compliqué. J'avais déjà évoqué le néon ukrainien, qui bien sûr va faire défaut. Le palladium qui se trouve dans les pots catalytiques, par exemple, ou dans les condensateurs, dans la soudure, dans les piles à combustible. Voilà. Bon, il y a le titane aussi. Le plus gros producteur de titane est russe, tu vois, je l'ai appris. Je savais même pas. Donc on découvre des trucs, c'est ce genre d'occasion. Donc on peut s'attendre à ce que les perturbations des chaînes logistiques pour les semi-conducteurs électroniques en général s'arrangent pas de sitôt. Sur le plan de l'énergie aussi, c'est un conflit qui appuie encore une fois évidemment là où ça fait mal, donc ça met en évidence notre dépendance des hydrocarbures, c'est une vraie faiblesse. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choc énergétique, mais la crise pourrait, si on le voit d'un œil optimiste, nous pousser à redoubler d'efforts pour sortir de la dépendance en se décarbonant. En décuplant nos capacités dans le renouvelable et en boostant le biogaz, voilà, par exemple, dans l'intervalle. Ce serait un coup dur pour les gaziers d'ailleurs. Concrètement, pour le moment, ils sont pas inquiets trop, les gaziers, parce que les pays de l'Est ont des plans pour passer du charbon au gaz, ce qui en fait accroîtrait la demande. Quant au renouvelable, c'est bien, mais c'est intermittent, puis le gaz, c'est bien pratique quand il y a du manque.
Donc il y a des projets à long terme, mais à court, à moyen terme, il n'y a pas vraiment de solution pour se passer du gaz russe, hein, c'est difficile. Mais on a vu quand même l'Allemagne qui, en quelques jours d'ailleurs, commence à exprimer le fait de vouloir revoir un petit peu ses stratégies en matière d'énergie. Donc c'est lourd. Entre ça, entre le fait que ça amène l'Europe à parler d'une voix commune, de parler de notions autour de l'armement, de la défense, on se rend compte à quel point il peut y avoir des bouleversements dans cette histoire. Oui, ça a réanimé l'OTAN. Enfin oui, évidemment, il y a énormément de choses que ça a fait en très peu de temps. Je me suis demandé, j'ai pensé à toi pendant ces événements, pas pendant les moments les plus difficiles, bien entendu, Guillaume, mais je peux pas m'empêcher à chaque fois de repenser à ce que tu avais partagé à l'arrivée du Covid, donc début 2020, avec cette vision du signe noir, donc lisez signe CYGNE, qui sont des événements qui ne sont pas prévisibles et qui ont des répercussions énormes et nombreuses. Et je me suis demandé si finalement ce qui se passe en Ukraine, et c'est plus philosophique que tech, hein, et c'est plus une vision personnelle, mais est-ce que on peut considérer ces événements en Ukraine comme un signe noir, parce que finalement il y avait quand même cette progression pendant tous ces mois, mais pendant tous ces derniers mois on voyait les troupes s'amasser, il y a aussi une direction politique au fil des années qui s'est tracée. Finalement, est-ce que c'était si imprévisible que ça? On n'est pas analyste politique ni sociétaux, mais tu vois, j'arrive à me demander si ça pouvait être considéré comme un signe noir tel que tu l'avais vécu. Ouais, probablement. De toute façon, pour le coup, les Américains avaient complètement raison, et clairement, moi le premier, j'y croyais pas vraiment, parce que je trouvais que non, mais franchement, je l'ai dit, hein, je voyais pas je pensais, voilà, comme beaucoup de monde, je suppose que les Russes avaient beaucoup plus à perdre qu'à gagner à envahir l'Ukraine, et j'y croyais pas parce que tout simplement j'ai beaucoup de mal à voir venir les trucs qui sont pas rationnels. Et de mon point de vue, c'est un il y a quelque chose de très irrationnel dans ces actions. Enfin, je veux dire, tu vois, rationnellement, si tu calcules un petit peu, tu te dis mais pourquoi faire? Enfin, ça a pas de. Donc je pense, enfin voilà, quand il y a des événements comme ça qui arrivent, et justement le fait que ce soit irrationnel, ça rend un petit peu le truc difficilement prévisible. D'ailleurs, la suite du conflit, elle est aussi difficilement prévisible à cause de ça, c'est parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut. Bon, donc est-ce que c'est un signe noir? Si tu vas dans si tu imagines aux répercussions que ça va avoir dans le long terme, alors ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un putain de ptérodactyle noir encore. Hein. Ce qui est fabuleux, c'est qu'apparemment, pour l'année 2020, ils volent un escadrille, les signaux noirs, c'est ça qui est extraordinaire. C'est bon, je suis, comment dire, j'avais 203, donc je suis un petit peu inquiet maintenant. Mais clairement, ça va avoir des répercussions très 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 profondes dans le monde entier, à long terme. Non, c'est... Et on soupçonne même pas lesquels. Enfin, je préfère pas trop y réfléchir d'ailleurs. On vous renvoie à ce sujet-là, donc au livre, hein, à l'origine de cette image, Le signe noir, la puissance de l'imprévisible, de Nassim Nicolas Taleb, si je dis pas de bêtises, et écoute, oui, on peut peut-être se replonger dans ce bouquin pour essayer de prendre un petit peu de recul. C'est vrai que c'est déroutant parce que il y a quelque chose de très irrationnel dans les décisions qui sont menées, et puis on se demande finalement qu'est-ce qui peut être recherché, quel est le but réellement poursuivi, si tant est qu'il puisse y avoir un but rationnel poursuivi par Vladimir Poutine. Il y aura sans doute beaucoup de choses à suivre sur le plan historique dans les semaines à venir. Allez, on va faire une fenêtre qui va nous servir de transmission vers une autre rubrique. On lève un peu les yeux vers l'espace parce qu'on se rappelle quand même, là effectivement on peut être gêné, on peut être dans des moments difficiles, mais il faudrait quand même se rappeler que dans l'ISS en ce moment, on a des astronautes russes et américains qui se côtoient au quotidien finalement, Guillaume. Non, mais la guerre en Ukraine, c'est une catastrophe pour la science aussi. C'est ça qu'il faut bien voir. La science, elle n'a pas de frontières. Les informations, les théories doivent circuler librement. Les collaborations internationales, c'est vital pour la science. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est très bien illustré dans le secteur spatial. La conquête spatiale, c'est une collaboration mondiale. Je veux dire, c'est elle qui a permis la Station spatiale internationale, qui est gérée à la fois par les US et la Russie, et par d'autres pays membres, c'est vrai, mais bon, là, évidemment, c'est le plus, symboliquement, le plus fort. La Russie fournit les boosters et le carburant pour éviter que les stations tombent, et les US gèrent les modules de survie pour éviter que les astronautes ne meurent. Je veux dire, la NASA a longtemps compté uniquement sur des Soyouz pour amener les astronautes. Nos prochains satellites Galileo comptaient aussi dessus, hein, et d'ailleurs, ils sont d'ores et déjà dans une fusée russe. D'ailleurs, je sais pas trop ce qui va se passer. La dernière salve.
La Et au Russie... passage, tout ça, ça décolle habituellement aussi beaucoup de Kourou en Guyane, qui évidemment est fermé au décollage russe désormais au passage. Ouais. Sauf que la Russie, elle fait de bons moteurs, hein, très utilisés en Occident, tout ça. La crise de 2014 avait déjà incité les US à ne plus trop leur en acheter d'ailleurs, mais bon. Il y a d'autres moteurs qui sont utilisés par l'ESA, par nous, hein, par exemple, des moteurs qui sont produits en Ukraine d'ailleurs aussi. Mais la mission ExoMars, qui est une collaboration entre l'ESA et Roscosmos, elle est censée partir en septembre sur une fusée Proton de Baïkonour. Qu'est-ce qui va se passer ? Les Russes contribuent au module de descente en plus. Donc il va falloir que des gens de l'ESA aillent au Kazakhstan bientôt pour mettre des trucs au point. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On y renonce ? La mission entière est compromise ou retardée s'inédit, puis il faut retrouver un autre module de descente, c'est le bordel. Les Anglais, ils sont complètement dépendants des Soyuz pour leur constellation OneWeb. Pour l'instant, les Russes et les Américains continuent de collaborer dans l'ISS, mais c'est clair que quelque chose est cassé, quoi. On n'espère pas irrémédiablement, mais ça fait chier. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu la chute du mur, hein, j'ai vu le rideau de fer s'ouvrir, j'ai travaillé avec des gens qui ont grandi en URSS ou dans le bloc de l'Est. J'ai vu l'ISS être assemblé par des pays qui étaient ennemis mortels même pas 20 ans auparavant. Et aujourd'hui, on est en train de faire un bond de 40 ans dans le passé, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est quand même super triste, hein, et pour tout le monde, et les Russes compris. Et les Russes aussi, bien entendu, je veux dire, pas moins de 664 chercheurs russes, dont le prix Nobel de physique Konstantin Novoselov, ont publié une lettre ouverte qui appelle à l'arrêt immédiat de la guerre, qu'ils disent eux-mêmes injuste et absurde. Il y a des journalistes, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a plus de 2000 acteurs et artistes qui se sont joints à d'autres lettres ouvertes avec le même contenu. Il y a une pétition dans le pays qui a déjà récolté plus de 780 000 signatures. Il y a de plus en plus de manifestations, et ça malgré la peur, malgré la répression brutale. Il y a eu plus de 6500 arrestations déjà. Même les oligarques, pour dire, commencent à bouger, à prendre leur distance, à espérer rapidement, je cite, un retour de la paix. À le dire même dans les journaux, comme Evgeny Lebedev, qui est propriétaire du Evening Standard, ou Tinkoff, banquier, Abramovich, Mikhail Friedman, qui est né en Ukraine d'ailleurs. Bon, il y a une vague de contestation inédite en Russie. Bon, écoute, ça donne un peu d'espoir, hein. Évidemment, on peut qu'espérer que ça aide à faire que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Ouais, je pense qu'il y a que des intérêts à ce que ça puisse s'arrêter. On sent quand même à quel point tous ces événements sont le fait de peut-être une poignée de personnes, en tout cas une personne. On voudrait pas dessiner comme ça l'image du grand méchant, comme dans les films qui contrôle le mal et qui initie des catastrophes à travers le monde. Mais enfin là, ça me paraît quand même de plus en plus être dans cette direction qu'on peut se tourner. Écoute, on va mettre de côté ces événements. On va glisser donc doucement vers une rubrique qu'on se veut quand même. Hein, on va pas se mentir, un peu plus légère, un petit peu plus proche des choses qui sont moins anxiogènes. C'est le Mobile World Congress, vous le savez, tous les ans à Barcelone, il y a un événement autour des technologies de la mobilité. Et je dis tous les ans, mais pas forcément, parce que on a eu des conditions sanitaires à cause du Covid qui ont empêché certaines éditions de se tenir. Et celle-ci a bel et bien lieu, pour tout le monde. Tout le monde, sauf la Russie. Ce sera notre dernier mot sur le sujet, puisque ils sont symboliquement bannis du Mobile World Congress. Alors c'est pas l'origine, c'est pas le pays qui est le plus représenté habituellement au Mobile World Congress, mais là aussi symboliquement, ils ne sont pas les bienvenus, pas de délégation russe donc. Et pourtant, Guillaume, il y a donc quand même plein de petits appareils qu'on peut souligner et qu'on peut porter à la connaissance des auditeurs. Écoute, oui, le MWC 2022 a commencé, il a juste commencé hier. Je vous cache pas qu'évidemment, par rapport aux événements tragiques qui se passent au même moment, parler de nouveaux téléphones, d'ordinateurs portables, ça semble d'une frivolité peut-être un peu déplacée, mais je pense qu'il y a eu tout de même, c'est une occasion aussi d'interrompre un peu le doom scrolling permanent qu'on pratique depuis une semaine, un petit peu tous, je pense. Et bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu ? Bon, alors pour le moment, il n'y a rien eu d'extrêmement remarquable en plus, mais bon, c'est que le début. C'est vrai qu'en plus, c'est pas ouf en termes de présentation. Bon, écoute, alors il y a quand même des ordinateurs sympas, voilà. Alors, du côté des ordinateurs portables, on a le retour du Samsung, avec ce Galaxy Book 2, décliné donc en 4 versions, 360 Pro ou Pro 360, ou rien du tout. Ils ont l'air très chouettes, hein, quand même. Ils sont très beaux, mais oui, écoute, alors Samsung était parti en 2014, c'était retiré du marché du portable qui était alors en déclin. Bon, France, ils s'étaient pas retirés de partout. En France, oui, tout à fait. Ils s'étaient retirés de France, du marché du portable en France, effectivement. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu la pandémie. Donc voilà, les portables maintenant, c'est évidemment gros coup de fouet sur le marché, retour avec des machines plutôt séduisantes. Alors ils ont des écrans OLED sur le haut de gamme. Donc les versions 360 et Pro ont des écrans OLED de 13 ou 15 pouces, tous sont équipés de Core i5 i7 de 12e génération. Les versions 360 sont même tactiles. La version de base n'a rien de tout ça par contre, hein, mais bon.
Ça offre un joli PC portable plus standard, disons à partir de 800 €, quand les versions OLED coûteront plutôt dans les 1400 quand même, hein. C'est un petit peu plus cher. C'est pas donné. Alors pour avoir des prix contenus, on se tournera peut-être vers Nokia. Et ouais, Nokia va sortir des PC portables. Bon, enfin Nokia, d'un partenariat avec avec une boîte qui s'appelle Off Global, pour créer des PC sans chichi et pas trop cher. Voilà, donc Nokia insiste sur le fait que la pandémie a tout changé, et que que ces PC sont parés pour le monde d'après, le monde post-Covid, télétravail, travail hybride, tout ça. En gros, ça veut dire qu'ils ont un clavier, un écran, une webcam et un micro, quoi, je crois. Donc les PC Nokia, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ils offrent des équipements corrects pour 700 €, mais ils ont rien de particulièrement remarquable. Plus remarquable quand même étaient les PC de Huawei, portables et fixes. Alors je sais, Mobile World Congress, c'est les mobilités. On est au Mobile World Congress, pourquoi est-ce bizarre. qu'on parle des fixes enfin? Mais oui, donc il y avait le MateStation X qui vient concurrencer l'iMac. Alors pourquoi? Parce que c'est une machine fixe, hein, donc, qui est tout en un. Donc comme les iMac, c'est tout des en écran, c'est d'une finesse incroyable, très impressionnante, avec un très bel écran tactile au format 3,5. Donc vraiment plus orienté boulot, quoi, hein, bordure très fine, un écran 4K, une partie sonore signée Devialet. Le CPU, c'est du Ryzen série 5000. Bon, belle machine, franchement. Alors, qui va coûter quand même dans les 2200 balles, hein, donc ça se paye, malheureusement. Bah, c'est logique aussi. Côté portable, on a aussi du MateBook et du MateBook X Pro. Alors, il y a écran AMOLED, donc il y avait beaucoup d'écrans. En fait, il y a pas mal d'écrans OLED sur les portables en 80 Hz. Donc voilà, comme sur les téléphones, on a des écrans à haut rafraîchissement, même pour des trucs qui sont pas des trucs gaming, a priori. Une machine très fine, hein. Très très fine aussi, refroidie par 2 ventilateurs avec une Vapor Chamber. Bon, Vapor Chamber maintenant c'est beaucoup de cartes graphiques, la Xbox Series X ou une Vapor Chamber, ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est plutôt réservé en général au gaming. Là, c'est pour refroidir des machines qui sont quand même plus business. Niveau prix, on est quand même jusqu'à 9900 €, donc c'est quand même assez, ça peut monter assez haut. Donc, clairement, on est sur les terres des MacBooks, quoi, hein. Donc voilà, il y a Huawei aussi qui présente son MateBook E. Alors MateBook E, par contre, c'est une tablette Windows. C'est un 2 en 1, hein, qui fait beaucoup penser aux Surface, évidemment. Donc toujours un très très bel écran, avec bordure très fine. Si vous préférez les 2 en 1, pourquoi pas, ça part dans les 700 €. Tout ça, c'est sur du Intel. Et plus original, pour finir avec Huawei, il y avait le MatePad Paper, qui est une hybride liseuse carnet de notes. Alors c'est du e-ink. Alors concrètement, en fait, ça se présente comme une tablette plus simple, c'est d'une 10 pouces, une tablette 10 pouces avec un stylet. L'écran est celui d'une liseuse. Il a un ressenti papier, aussi bien la lecture qu'à l'écriture, mais on peut l'utiliser aussi comme une tablette. C'est un truc assez grand, plutôt classe, avec une espèce de housse comme ça qu'on referme. C'est une machine assez séduisante. Je l'ai pas vu passer cet appareil en plus. C'est fou, dans ma veille, je l'ai pas vu passer, faut que j'aille creuser. Ah, j'aime bien. Pas mal du tout, ouais. J'aime bien parce que dans tous les... alors oui, ça dépendra aussi du prix, mais dans tous les salons, on a quand même quelques propositions timides, anecdotiques, mais récurrentes, d'écrans e-ink, comme ça, avec des appareils qui se veulent penser pour justement la durabilité de la batterie, pour un rendu papier. Il n'y a jamais rien qui a convaincu. Est-ce que cet appareil, tu penses qu'il peut plus convaincre que les autres cette fois-ci ? Alors, c'est pas vrai du tout. Il y a, non, il y a des, non, en fait, il existe déjà des propositions de tablettes. Comment elles s'appellent ces tablettes? C'est pas la Remarkable qu'on voit passer il y en a plein en fait. Il y a la Remarkable effectivement. Mais est-ce que ça marche ça? Moi j'en ai. C'est pas parce que j'en ai jamais vu que ça marche pas, mais j'en ai quand même jamais vu, Guillaume. Oui, non, mais alors en fait, si tu veux, il existe déjà un marché de la liseuse grand format qui s'utilise un petit peu comme une tablette et comme un carnet de notes. Donc ça va me revenir. En plus, le pire de tout, c'est que bon, c'est pas grave, le nom me reviendra. Enfin, il y a une marque qui fait beaucoup ça, et voilà, qui en vend, donc de 8 et 10 pouces, et même 13 pouces. Donc, il y a un marché. Après, le problème, c'est que c'est des machines qui sont très chères. Donc, elles ont vraiment, c'est vraiment un marché de niche. Ça pourrait se développer si les prix étaient moins chers, parce que par exemple, la machine à laquelle je pense de 13 pouces, là, elle est magnifique, hein, donc c'est une tablette Android, en fait. Avec écran e-ink, un truc 13 pouces très fin et tout, c'est magnifique. Ça coûte 1500 balles. Bon, si tu veux, il y a même des écrans aussi. Il y a Dasung qui fait des écrans, c'est un japonais, qui fait des écrans e-ink pour ordinateur, pour pas se fatiguer la vue, tu vois. Mais c'est pareil, c'est des écrans qui font 13 pouces, un truc comme ça, et qui coûtent très très cher. Ils coûtent 1000, 2000, enfin bon. C'est vraiment... Ça reste encore niche parce que les prix sont très élevés, mais moi je pense que s'ils trouvent avec un prix un petit peu plus intéressant, moi je pense que c'est des trucs vraiment sympas. Moi j'ai une
J'ai une... On y arrive. Oui, oui. J'ai une Q5, moi, donc c'est une tablette à écran. C'est pas du e-ink, mais c'est pareil, c'est un écran. J'ai une Hisense Q5. Donc une Hisense Q5, c'est une tablette Android qui a la vitesse d'une tablette Android, mais qui a un écran monochrome et non rétroéclairé et passif. Ah, d'accord, je suis en train de voir ça. Pour les mangas, ça doit être super, c'est ça? Et en fait, j'utilise beaucoup pour lire, effectivement. Alors oui, des mangas, c'est vrai, mais aussi pour faire ma veille, tout simplement, pour lire des documents, des livres, des sites web, c'est assez pratique. Est-ce que tu es en train de dire à nos auditeurs que la veille conséquente que tu fais pour chaque épisode de Tech Café est faite majoritairement sur une tablette e-ink Q5? C'est pas du ink, mais oui, c'est ça. Alors, pas du ink, mais du monochrome. Oui, j'utilise une Hisense Q5. Excellent. Ouais. Ah, tu nous as livré un beau scoop, j'adore. Ouais. Bon, écoute, c'est chouette pour tous ces appareils, mais on a aussi le cœur du Mobile World Congress qui est incarné par des smartphones. Bon, pas de propositions qui vont sans doute nous faire décrocher la mâchoire, mais quand même des petits appareils sympas, Guillaume. Bon, côté smartphone, c'est un peu la dèche quand même, parce que bon, il y a eu, surtout sur le très très haut de gamme et le très très impressionnant, mais bon, il y a quand même eu des trucs stratégiquement qui vont très bien se vendre. Il y a eu il y a quand même des téléphones, mais il n'y a pas eu tant que ça. Alors, il y a Xiaomi qui était là, annoncer des nouveaux smartphones d'entrée de gamme. Donc il y a les Poco X4 et M4 qui se placent autour des 250 à 350 et qui clairement offrent un excellent rapport qualité-prix. S'ils ont quand même, pour les plus hauts de gamme, c'est du AMOLED 120 Hz, 5G, Snapdragon 695, 8 Go de RAM, même un capteur photo revu et pas trop dégueu. Donc voilà, le X4 Pro, il suffira bien des usages. Et même son petit frère, le M4 Pro, d'ailleurs, un peu moins bien pourvu, mais qui reste très acceptable pour un prix de 250 € quand même. Bon, il y avait aussi Honor, avec ses Magic 4, écran bord à bord 120 Hz, voilà, le SoC mis à jour, c'est un Snapdragon 8 Gen 1. Là, c'est quand même plutôt sur du haut de gamme, donc ils sont plutôt beaux. Évidemment, ils sont aussi plus chers, ils partent à 900 quand même. Pas si peu cher, mais carrément haut de gamme aussi étaient les Realme GT2 Pro. Donc Realme qui était le seul à présenter son nouveau flagship en fait. Il met encore une marque chinoise, mais à suivre, qui fait quand même des trucs impressionnants aussi quand même. Ce smartphone d'ailleurs, là, le Realme GT2 Pro, il était censé être bio. Oui, j'ai vu qu'il utilisait des matériaux, bon, on va dire penser recyclage d'autres matériaux issus de la biomasse, etc. Ouais, ils sont en plastique biosourcé, c'est-à-dire en fait ils sont faits avec des poubelles recyclées en gros. Dit comme ça, c'est moins sexy. Tu sais, en tout cas, je sais pas à quel point ça pèse lourd d'ailleurs sur le bilan total de l'appareil, nous nous enflammons pas, mais bon, c'est sans doute toujours bon à prendre. Et bon, l'écran c'est du 6:7 OLED HDR+, 100 Hz, adaptatif. Bon, l'écran vraiment semble extrêmement soigné. Il a un Snapdragon Gen 1 aussi, un triple appareil photo dont un très grand angle de 150 degrés, du haut de gamme, vraiment, pour 750 €, soit quand même nettement moins que la concurrence. D'autant que c'est pour la version Pro. Et la version standard commence à 550, avec un processeur un petit peu plus petit, un petit peu plus vieux, le 888, mais il est pas si nul, faut pas exagérer. Donc voilà, ça me fait penser que Realme a aussi présenté un PC portable. D'ailleurs, j'ai oublié de parler, c'est un Ultrabook à 1000 balles qui ressemble beaucoup à un Mate X en fait, un peu moins cher. Mais bref, les Honor et comme les Xiaomi et les Realme semblent tous à fond dans la recharge rapide. Voilà, c'est le truc du moment, la recharge rapide. Le Realme se recharge à 65 watts, mais c'est que dalle, ça, c'est rien du tout. La prochaine version prévue, ce sera pour le prochain téléphone GT Neo 3, elle sera à 150 watts pour recharger le téléphone à 50% en 5 minutes. Chez Honor, c'est 66 watts pour 50% en 15 minutes. Chez Poco, pareil, 67 watts et 70% d'un Poco X4 en 22 minutes. C'est un concours. J'ai l'impression que vraiment que cela c'est un concours, parce que Oppo, bon, déjà le faisait déjà ça. Xiaomi aussi, il faisait d'ailleurs des charges rapides. C'est pas tout à fait nouveau, mais bon, il y a la surenchère puisque donc Oppo annonce un chargeur de 150 watts qui pourra remplir un smartphone en 15 minutes et un projet à 240 watts. À 240 watts, il faudrait que 9 minutes pour recharger totalement un téléphone. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le Super VOOC. Bon, je conseille pas de toucher un Super VOOC en parlant de la charge, parce que je sais pas trop ce que ça donne. C'est chaud, c'est très très chaud. Ce qui est hyper intéressant dans cette démarche et dans ce travail qui est mené par tous ces acteurs de la tech autour de la recharge, c'est que quand tu y réfléchis, c'est le point qui n'a le moins progressé. Je veux dire, les écrans sont magnifiques, même tu prends grosso modo n'importe quel smartphone qui sort aujourd'hui, même à bas coût, t'as des écrans qui sont quand même très souvent excellents, t'as des appareils photo qui sont très très bons, qui rivalisent avec des appareils photo traditionnels qui ne sont pas des smartphones.
Bon, le son est tout à fait correct pour pas mal de smartphones. Les processeurs sont suffisants pour bon nombre d'usages. Finalement, ce qui a le moins progressé, et même l'autonomie. L'autonomie est devenue tout à fait honorable pour beaucoup d'appareils. Mais la recharge, ça reste le point central. En fait, quand tu as une voiture électrique, tu te rends compte à quel point charger un truc rapidement, c'est important. Quand tu as besoin, comme ça, de ne pas dépendre d'une durée de charge, tu te rends compte à quel point les appareils électriques, c'est central. Eh ben, écoute, je comprends que sur les smartphones, il y ait ce besoin et cette recherche. Après, aller chercher à recharger 100% de ton smartphone en 9 minutes versus 15 minutes, bon, peut-être pas à tous les prix, mais je comprends cette démarche, en tout cas. Tu avais vu passer une montre aussi. Je crois que tu nous en as pas parlé. Non, c'est vrai, oui, c'est vrai, j'ai pas parlé. Bon, après, c'est une montre Honor qui est assez jolie, mais bon, elle est jolie. Elle est très belle. C'est vrai qu'elle est pas mal. Bah, le salon est pas fini, donc c'est un petit peu tôt pour faire une rubrique, un autre truc délire qu'on a remarqué, mais enfin, il y a quand même le chien robot Xiaomi. Évidemment. Est-ce que ça rivalise avec le robot de Boston Dynamics, Guillaume? Question rhétorique, que évidemment. Oui, en plus, le pire. C'est ça qui est fou, parce que, je veux dire, bon, il s'appelle le Cyberdog, donc aucune imagination, on assume, hein. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau au Spot, donc de Boston Dynamics. Il a une agilité incroyable, il peut même se mettre en équilibre sur ses pattes arrière. C'est assez impressionnant, comme un chat, comme certains chiens. Enfin bon, en tout cas, il peut porter 3 kilos en théorie. C'est une prouesse d'ingénierie incroyable. Pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait servir. Le truc n'a pas de bras. Il a pas de gueule non plus, hein, donc pas question de jouer à rapporter, ce qui est pourtant l'utilité numéro 1 d'un chien en viande, hein, il me semble. Tu lui colles un aimant sur la gueule et puis ça va le faire. Ah ouais, mais ouais, c'est vrai. Donc voilà, bon, que faire de ce chien en plastique? Eh ben écoute, les boîtes qui ont des idées peuvent s'en procurer un à $1 500 et s'amuser autant qu'ils veulent avec, hein. Pour le coup, si on peut vraiment vendre un robot chien comme ça auprès d'un téléphone mobile de luxe, c'est vrai que ça pourrait quand même être assez révolutionnaire. Surtout si d'ici là, Xiaomi le fabrique avec un module pour apporter les joujoux et les babas, là, ça serait cool de pouvoir jouer avec Cyberdog. Parce que franchement, moi je suis pas fan des jouets pleins de bave, c'est dégueulasse. Ça colle, c'est dégoûtant. Mais surtout si tu le recharges très très vite à 240 watts, comme ça il perd jamais de son énergie. La boucle est bouclée. On vous dira si on trouve des utilités au Cyberdog de Xiaomi. Waf. On va passer ça serait génial qu'il ait vraiment ce truc-là. Oui, c'est vrai, j'avoue. Qu'il fasse exprès. Bien sûr. Je suis sûr qu'il y a un avenir là-dessus. Bon, une utilité, je sais pas, mais un avenir. Allez, on va passer à une rubrique, encore un petit peu plus légère, si possible, mais celle des jeux vidéo. Guillaume, on avait eu des descriptions et des premières apparitions du PSVR 2, donc le casque de réalité virtuelle qui va accompagner la génération de la PlayStation 5 par Sony. Cette fois-ci, on a des photos, on a encore un peu plus de détails, Guillaume. Alors ouais, on a surtout des photos, hein, parce qu'effectivement, le casque, il est toujours blanc. En fait, il ressemble quand même pas mal au PSVR 1, sauf qu'il est beaucoup moins avancé vers l'avant, il est plus compact, il sera un petit peu plus léger. Donc il est un petit peu plus compact, plus léger. Je pense que c'est confort. Hein. Ouais, quand même. Alors il y a 4 caméras, donc sur l'avant pour le tracking inside out. On savait déjà qu'il y a un tracking inside out. Il y a qu'un seul câble aussi. Ce serait beaucoup plus simple. Il serait branché directement donc à la machine. Il y aura plus tout ce fatras de fil. Il y aura plus la caméra externe et tout. Ça va très bien. Il y a aussi le réglage de la distance interpupillaire. Donc en gros, ça permet d'avoir les yeux en face des trous, et ça c'est quand même plutôt sympa. Donc c'est même carrément très important, parce que ça permet d'avoir un bon focus, et ça permet d'y voir clair, et de pas partir en vomito trop rapidement. Donc c'est quand même vraiment très, très sympathique. Bon, il y a toujours, mais ça on le savait déjà, je crois, hein, les moteurs, donc il y a un retour haptique. Il y aura un nouveau système de refroidissement, donc en fait les flux d'air sont modifiés pour que ça puisse, pour que le casque à l'intérieur soit un petit peu plus cool. Sinon, alors je crois qu'on savait déjà que c'était 2 OLED. Et pas des micro OLED, hein, des OLED tout court, en 2000 par 2040, 110 degrés de truc, avec eye tracking, avec donc suivi du regard. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas vraiment plus d'infos, on n'a surtout pas de prix. Donc ce serait fin 2022, on ne sait pas du tout combien ça va coûter, on ne sait pas du tout s'il y en aura beaucoup. Voilà, grosso modo c'est vraiment les PSVR, mais avec à peu près tout ce qui pouvait être amélioré. Je pense que la différence va être quand même assez impressionnante. On continue dans cette rubrique, il a l'air sexy. Et au passage, les manettes là sont quand même, c'est vachement enthousiasmant de voir ce cercle qui est
autour des mains. Juste un détail, je m'explique, j'ai un Oculus Quest, premier du nom, et tu sais, il y a les manettes que j'ai déjà encensées. Je trouve vraiment que cette interaction avec les manettes dans un casque de réalité virtuelle, c'est central, et dès le Quest première version, c'est vraiment bluffant, mais il y a toujours ces anneaux qui sont devant tes mains, plutôt en prolongement de tes bras quelque part, et qui les rendent très sensibles au fait que tu puisses à tout moment les cogner dans la table basse, dans la commode, ou pourquoi pas dans un mur. Ça rend le tout très fragile, et en fait, je trouve ça tellement intelligent d'avoir l'anneau qui passe à l'intérieur de ton bras par-dessus les mains. Enfin bref, allez voir les photos et c'est tellement du bon sens de faire ça comme ça. Bref, on parle de It Takes Two. Alors, dans le milieu du jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires et de retours positifs. Donc, c'est un jeu coopératif pour 2 personnes. On n'a pas très souvent parlé, je crois, dans Tech Café. Et pourtant, il a reçu plein de critiques très positives et des prix, mais on n'arrête pas d'en parler, Guillaume. Oui, bah c'est parce qu'il y avait les DICE Awards en fait, une sorte d'Oscar du jeu vidéo. Donc il y a eu évidemment beaucoup de prix. Enfin, il y a eu plein de lauréats, bien entendu, il y a eu plein de récompenses. Donc It Takes Two a quand même eu donc deux récompenses, dont le jeu de l'année. Et voilà, donc il y a eu aussi quand même, alors on peut aussi les autres lauréats. Donc il y a eu par exemple Deathloop qui a eu alors c'était Game Design c'était Game Design. Non, c'était c'est Game Direction, voilà. It Takes Two, c'est animation et jeu de l'année. Ratchet & Clank, c'est Art Direction et personnage, donc Achievement in Character, personnage, les meilleurs personnages. Au Resident Evil Village, d'ailleurs, pour la musique. Et Returnal a eu 2 prix aussi, pour l'audio et pour l'histoire. On a, à Rift Apart, c'est aussi c'est aussi meilleure technique. Rift Apart, Ratchet & Clank. Technique, c'est sur quel aspect du jeu? Je comprends pas. C'est la manière dont il est développé. Technologiquement. D'accord, ok. C'est meilleure technologie, quoi. C'est les graphismes les plus impressionnants, si tu veux, quelque part. Intéressant. Ouais, il y a le meilleur de. Bon, alors attends, il y a quoi? Il y a le jeu d'aventure de l'année, c'est Marvel Guardians of the Galaxy. Le jeu d'action, c'est Halo Infinite. Bon, globalement, c'est quand même beaucoup des gros blockbusters. On a Forza Horizon, on a Final Fantasy Endwalker aussi d'ailleurs, c'est pour le jeu de rôle. On a Lone Echo 2 qui a eu 2 prix d'ailleurs, Immersive Reality Game of the Year et Outstanding Achievement for Independent Games, donc les jeux indépendants. Et voilà, donc oui, il y a eu beaucoup de encore une fois, It Takes Two a raflé donc 2 prix, dont le plus gros. Et ce qui est rigolo, c'est que en général, si tu veux, c'est des trucs assez convenus, parce que tu sais, c'est un peu comme les Oscars, quoi. C'est rare que on nomme des gens pour dire des trucs pas très sympas sur eux. Et là, de manière assez inattendue, assez inhabituelle, on va dire, il y a un des présentateurs qui a fait des blagues sur Cyberpunk 2077, sur Metroid Dread, sur les NFT, bien entendu. Et il a même dit à Bobby Kotick d'aller se faire foutre. Et ça a beaucoup plu. Ce qui est assez terrible, c'est que c'est très rare de nommer vraiment quelqu'un de l'industrie, en particulier un CEO d'une grosse boîte comme ça. Mais donc ça a surpris, mais il a eu aucun retour négatif. Donc voilà, ça veut dire beaucoup de choses effectivement sur Bobby Kotick. Bobby Kotick a beaucoup de mal apparemment à contrôler sa communication. Alors, j'ai lu quelque part, mais je me souviens plus, donc j'ai pas la source, donc c'est à vérifier, qu'il avait imaginé racheter Kotaku, d'ailleurs, à une époque où... et bon, apparemment, ça s'est pas fait. Enfin bon, voilà, donc c'est Bobby Kotick. Si tu nous écoutes. Ouais, on sent que c'est la fin de sa vie, peut-être. Enfin, sa vie professionnelle, pardon. Excusez-moi, je m'emballe. Un petit mot, petit retour d'expérience autour du Bitcoin. Alors pourquoi on parle de Bitcoin dans les jeux vidéo? Parce que c'est sur la plateforme Steam. C'est Gabe Newell qui est le président de Steam qui s'exprime sur le sujet, Guillaume. Ouais, Gabe Newell s'est exprimé sur son expérience avec le Bitcoin et du coup sur sa réticence à remettre les doigts dans quoi que ce soit qui ressemble à la crypto. Donc c'est vrai que c'était en avril 2016 qu'on pouvait payer des jeux en Bitcoin sur Steam. Et ça a duré une année. En décembre 2017, on pouvait plus. Alors, et pendant cette période, alors déjà la volatilité posait de gros problèmes parce que le prix des jeux variait tout le temps, et surtout les commissions aussi à payer aux mineurs sur le réseau étaient chères et problématiques. Mais surtout, Gabe dit que beaucoup des acteurs de ce secteur ne sont pas des clients qu'il avait envie d'avoir. Parce que 50% des transactions en crypto qu'ils ont reçues étaient frauduleuses. Bon, c'est hallucinant.
Il précise pas vraiment quel type de fraude, donc j'en sais pas plus. Comment tu peux avoir une transaction frauduleuse techniquement? J'ai du mal à visualiser ce que ça peut être en fait une. Je vois pas ce qu'il veut dire exactement, très honnêtement, mais bon, en tout cas, il dit qu'il a eu de gros problèmes, qu'ils en ont eu marre, tout simplement, et donc voilà. Quant au NFT, même combat, il dit il ne nie pas que les concepts technologiques peuvent être intéressants, mais ce qui se passe actuellement, c'est que les NFT servent à faire du fric facile sur du vent, ou à de l'arnaque pure et simple, dans une proportion affolante de cas, et que c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils veulent permettre de faire sur Steam. Voilà, donc ils justifient comme ça qu'il n'y ait pas de NFT sur Steam. Écoute, c'est assez compréhensible vu tout ce qu'on a pu relayer sur le sujet à ce stade, mais bon. Et puis, allez, pendant qu'on parle de Steam, forcément, là, on commence à voir fleurir des tests de Steam Deck un petit peu partout. Je sais que c'est une console que tu suis de très très près, Guillaume. Alors, c'est quoi ton enseignement de tout ce que tu as pu surveiller ? La console Steam Deck, donc console PC portable, plus ou moins de Steam de Valve, donc a été testée par la presse et il divise un peu, mais on peut en tirer des conclusions qui sont assez nettes. Déjà, il est monstrueusement puissant. On peut faire tourner des jeux avec la qualité PS4 ou Xbox très largement, voire un peu mieux. C'est clair alors c'est très clair d'ailleurs dans des jeux comme Horizon ou God of War, puisque c'est des portages de PS4, ou encore Forza 5. Donc la console, elle est très puissante, elle est de bonne qualité. À 419€, l'entrée de gamme, c'est un rapport qualité fois puissance sur prix qui est absolument imbattable. Bon, on sait aussi qu'il est gros, vraiment, il est un peu lourd, mais il est quand même ergonomique et les contrôles sont très bons et très polyvalents. On peut vraiment les configurer pour pour jouer à une très grosse variété de jeux. L'écran est très bon, sans être extraordinaire, mais voilà, le son est très bon aussi. Et il offre une liberté énorme à l'utilisateur. C'est ce que dessus tu peux mettre. Par défaut, c'est un Linux personnalisé avec la tour de compatibilité Proton pour les jeux Windows, et donc il y a Linux, tu peux mettre Windows aussi pour de vrai, si jamais il y a des problèmes d'incompatibilité. Pour le coup, au niveau des drivers, c'est pas encore ça, donc déjà ça c'est un truc sur lequel on va revenir, mais tu peux quand même avoir un vrai PC fonctionnel si tu veux, tu peux faire tourner n'importe quoi dessus en fait, tu peux compiler du C si tu veux dessus, c'est vraiment complètement ouvert. En contrepartie, c'est aussi plus complexe à utiliser qu'une console standard. Il faut pas hésiter à rentrer dans les réglages, à bidouiller pour optimiser le truc. Ça s'adresse clairement plutôt à des gens qui s'y connaissent au moins un petit peu en PC, en jeu PC, etc. Et c'est encore plus vrai parce que la partie logicielle est encore jeune et instable. Ça crache volontiers, ça déconne volontiers. Ça demandera pas mal de patchs avant que tout soit totalement fluide probablement. Bon. Sinon, la console a un ventilateur, et on le sait, ils s'entendent bien, ils s'entendent trop. La puce, elle est puissante, et elle a besoin de refroidissement assez conséquent, donc il n'y a pas de miracle. Et assez logiquement, la console a une autonomie qui n'est pas énorme, qui va largement dépendre de l'usage, et donc surtout des réglages. Parce que si tu réfléchis pas, que tu mets tout à fond, que tu joues en 60 fps, c'est 2 heures, l'autonomie, c'est clair et net. Par contre, si tu limites le framerate à 30, et que tu passes en medium ou en low, là, c'est 3 ou 4. Donc il faut régler, expérimenter, adapter. Donc en gros, c'est une console de rêve, vraiment, mais c'est une console de rêve pour moi, mais c'est pas forcément une console de rêve pour tout le monde. Ça s'adresse quand même à un public qui est pas complètement mainstream, j'ai l'impression. Ouais, donc pas à mettre entre toutes les mains, mais par contre, si vous vous sentez suffisamment éclairé, si vous avez l'habitude de bidouiller les machines, et que vous avez peut-être du temps et de la patience, ça peut valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil au Steam Deck, qui est une machine assez atypique, quand même, j'ai l'impression. Merci beaucoup Guillaume pour d'une part ta participation à cet épisode, ça m'a fait vachement plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets qui sont tout à la fois hyper importants, parfois assez anxiogènes et en même temps d'avoir d'autres infos un petit peu plus légères. J'en voudrais en profiter pour citer un avis qui a été diffusé alors sur Apple Podcast, mais je crois lire des extraits d'un autre avis que tu avais déjà cité dans un épisode avec Cassim, peut-être sur Podcast Addict. Écoute, si on le cite 2 fois, tant mieux pour lui, c'était Manu GG qui avait mis 5 étoiles, mais alors bon, il se plaint, il dit mais où est l'option pour payer au travers d'Apple Podcast? Alors ça c'est son choix, il voudrait en tout cas pouvoir contribuer non pas sur Patreon mais au travers d'Apple Podcast, et sinon il dit dis donc Guillaume P. Donc c'est toi Guillaume Poggiastra. Si c'est le coup des pommes, tu vas pas me refaire le coup des pommes. Je n'aurais jamais cru que tu trahirais le monde du libre en mangeant des Pink Lady. Enfin, c'est pas possible. Critiquer la commission d'Apple pour manger la seule pomme avec la jazz, nécessitant un contrat de licence ainsi que des royalties pour être cultivé. Ok, je troll. Est-ce que tu manges encore des Pink Lady ou est-ce que tu as changé de variété de pomme? Non, en plus. C'est pas vrai. Je te jure que j'ai acheté des Pink Lady. Là, la dernière que j'ai prise, c'était des Juliette. Des Juliette, d'accord. Je crois.
On fera un épisode hors série peut-être sur les pommes. Ouais, c'est pas comme si je fais super attention forcément à ce que je... Mais c'est vrai que je prends plus, je te jure. C'est marrant. Comme quoi. Ils t'ont ouvert les yeux. Mais pourtant, c'est bon, les Pink Lady. Tu vois, c'est... Bon, non, on fera pas des analogies entre les Pink Lady et les produits tech, c'est pas nécessaire. Si vous avez aimé cet épisode et si de manière générale vous vous dites franchement j'adore ce podcast et j'ai hâte qu'il y ait un nouvel épisode qui arrive, bon déjà la première chose c'est de vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous allez sur votre app de podcast et puis vous saisissez Tech Café, vous cliquez sur vous abonner, vous aurez tous les épisodes qui seront diffusés à l'avenir dans votre smartphone. Mais également si jamais vous êtes un auditeur aguerri maintenant, averti et que vraiment vous avez envie de donner une longue vie à Tech Café et vous assurer que toute cette année 2022, toutes les années suivantes, vous aurez du Tech Café. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, comme je vous le disais en intro, sur Patreon. Donc, c'est patreon.com/techcafé. De toute façon, vous avez toutes les infos sur la page. Si vous n'avez pas de compte, c'est vraiment pas compliqué de vous y inscrire. Ça va vous prendre juste quelques minutes et soyez assurés vraiment que cette démarche, elle est extrêmement précieuse pour nous. Donc, vraiment, je redouble mes appels auprès de vous pour venir vous inscrire sur patreon.com/techcafé. On peut nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te joindre à titre individuel ? Là, on me retrouve sur le site de Valve en train de commander ma Steam Deck. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? À ce point-là ? Ah mince, d'accord. Ok, bon, on va pas te déranger plus longtemps. C'est important. Choisis bien le bon modèle. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Twitter, Guillaume Vendée, sur Instagram, Guillaume Vendée, sur Twitch, Guillaume Vendée. Et puis, de temps en temps, en particulier en train de jouer à Among Us ou d'enregistrer des épisodes de Relive sur Twitch. Vous me retrouvez également sur guillaumevendée.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours maintenant pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.